toutes et tous. J'ai une commande qui est relativement simple, c'est de réussir à introduire la journée pour éveiller nos cerveaux, les faire travailler, les mouiner, les préparer au travail d'atelier. Je vais vous proposer au moins un exercice au début pour vous faire discuter entre vous et peut-être à la fin aussi. Juste pour dire d'où est-ce que je parle. Alors j'ai pas mis le logo CMA, je suis désolé pour mes collègues CMA, mais là si j'interviens c'est vraiment du point de vue sans doute de ces deux mandats que j'occupe, un au sein de l'UNAGE, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, puisque j'en suis vice-président national, et c'est un mouvement qui a pour particularité historiquement d'avoir eu, selon les dires des plus anciens et anciennes, plutôt un ratio de 2/3 d'animateurs issus du POP et 1/3 du travail social. Et aujourd'hui, quand on fait nos ratios, on est à 2/3 de travailleurs sociaux et 1/3 d'animateurs d'éducation populaire. Mais quoi qu'il arrive, on est traversé par cette tension dans toutes nos équipes socio-éducatives, travail social et du POP, comment ça se mêle au quotidien dans nos FJT. Et le deuxième point, c'est que je représente le CNAGEP, donc l'équivalent du CRAGEP au niveau national, au sein du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e assemblée de notre constitution et qui rassemble en fait les corps organisés, donc c'est-à-dire la société civile organisée, donc c'est-à-dire les syndicats de salariés, les organisations professionnelles employeuses et les acteurs associatifs, soit de l'UPIG cohésion sociale, soit environnementale. On est à Paris, au Palais Iéna, magnifique palais tout de béton, pour ceux qui aiment. Et dans ce CESE-là, ce qui est de la particularité, c'est que j'ai eu à travailler la représentation de l'éducation populaire, ce qui n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que l'EduPop a à dire des éoliennes? Qu'est-ce que l'EduPop a à dire des techniques génomiques, de la fin de vie, de tout un tas de sujets qui, honnêtement, je pense qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir ensemble, et pourtant, c'est les sujets qui traversent le CESE. Mais aussi, j'ai eu la chance, au sein de la commission Travail-Emploi, de travailler sur un avis sur les métiers de la cohésion sociale. C'est le titre qu'on avait donné parce que c'était très compliqué. Est-ce qu'on parlait du travail social? Mais quand on parle du travail social, c'est quoi? C'est les diplômes d'État, c'est l'intervention sociale, c'est ceux qui en font mais qui n'ont pas de diplôme, mais l'animation elle est dedans, elle n'est pas dedans. Vous voyez tous les débats. Voilà. Donc du coup on a pris cohésion sociale parce que direction générale de la cohésion sociale. On n'est vraiment pas allé chercher beaucoup plus loin pour trouver un terme qui pouvait rassembler un maximum de monde, ou en tout cas qui n'empêchait pas d'entrer dans le débat. Donc cet avis il a été publié il y a 2 ans déjà, un peu plus de 2 ans. Donc il tâte un peu sur un certain nombre de points, mais enfin les questions qu'il pose me semblent encore largement d'actualité. Et il s'inscrit dans un continuum où il y a un peu plus de 2 ans et demi, c'était le moment où on a eu le livre vert du travail social, on a eu les annonces du Ségur social, on a eu le rapport de Denis Piveteau aussi, et puis nous on était au travail à ce moment-là. On le travaille sans commande du gouvernement, donc on travaille un peu avec nos propres réflexions. On publie en juillet 2022. En l'été 2022 s'installe la réflexion sur le livre blanc du travail social. Donc nous, on participe de l'installation de cette réflexion. Après, on n'y a pas plus contribué, mais le livre blanc continue son travail que vous connaissez sans doute à l'issue. Donc on s'insère à ce moment-là de l'histoire, on va dire, du travail social et de l'animation, à un moment qui a commencé quelques mois plus tôt par des grèves de travailleurs sociaux, un jour, des grèves d'animateurs un autre jour, et des grèves d'employeurs encore un autre jour. Et jamais tous ensemble. Pourquoi, je sais pas, mais je vous la laisse comme ça quand même en réflexion, puisque tous et toutes avaient globalement la même revendication, améliorer les conditions d'emploi, les conditions économiques, les conditions de travail, et tous se tourner vers l'État et les parlementaires. Mais ils n'ont pas su à ce moment-là trouver les moyens, en tout cas pour s'organiser collectivement, etc. Ça a pu changer à d'autres moments. Donc voilà d'où je parle, c'est pour ceux que ça intéresse. Je vous propose tout de suite un petit exercice. Petit texte à lire, je suis désolé, un texte à trous pour commencer. Je me tais, je vous laisse lire. Sans doute, certains vont peut-être reconnaître, je vous invite à ne pas trop vite dévoiler le poteau rose. Donc le texte à trous, le trou c'est toujours les mêmes mots. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, je sais pas si la réponse c'est, il y en a qui la connaissent, c'est le travail social. Et pourtant ce texte-là, quand on le projette dans les mêmes conditions dans une formation de DES, GEPS, ou en tout cas de formation de l'EduPop,
eh bien le débat est bien plus long pour savoir si c'est du travail social ou de l'éducation populaire. Parce qu'en fait, à lire la définition en enlevant le mot travail social, on ne sait plus trop finalement où sont nos repères. Donc il est intéressant pour ça, ce texte-là, parce que déjà, il rappelle que globalement, dans l'histoire commune qu'ont ces métiers-là, il y a une question de droits fondamentaux, il y a une question de participation des personnes aux conditions de leur vie, une possibilité pour ces personnes d'exercer leur citoyenneté de façon pleine et entière. On cherche du développement social, mais très vite, il y a derrière le mot changement social qui apparaît, qui fait écho à la question de la transformation sociale. Il y a le mot émancipation. Donc bref, il y a un vocable qui est commun en fait dans ces deux univers-là, alors que quand on a produit la vie métier cohésion sociale, un des sujets de débat clairs, c'était est-ce que l'animation fait partie du travail social. Ça, c'était un sujet de débat. Pas est-ce que le travail social a quelque chose à dire de l'animation, ça, il a toujours quelque chose à dire, ça, il n'y a pas de sujet. C'était vraiment est-ce qu'on rajoute les animateurs ou pas dans le travail social. Et il a fallu du coup un peu batailler sur ce sujet-là en disant bah oui, a priori, les animateurs et animatrices font du développement social, en tout cas on essaye de les former à ça. A priori elles cherchent à permettre à ce que les gens aient tous leurs droits, en tout cas on les forme à ça, est-ce qu'elles ont les possibilités, ça c'est une deuxième question derrière, etc. On peut appuyer avec un autre petit texte à trous. Et il y a deux mots. Alors je vous invite à discuter si vous voulez avec vos voisines pour essayer de trouver le premier mot puis le deuxième mot. Et puis c'est l'occasion de dire bonjour à votre voisin ou voisine si vous ne le connaissez pas. Alors, est-ce qu'il y a des réponses pour le premier mot? Une proposition? J'ai pas entendu. Développement local ici. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Est-ce que quelqu'un veut prendre le risque de proposer quelque chose? Le développement social local. Le développement social local. Autre chose? Non. Et le deuxième? L'action publique, j'ai entendu. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai entendu l'action publique. La société. La société. D'autres propositions? Non? On peut appuyer pour avoir normalement la réponse apparaît. Donc c'était bien le développement social, mais ce n'était pas l'action publique, c'est l'action sociale. Ce qui est intéressant, c'est que quand on refait rapidement, je ne suis pas historien, donc je ne vous ferai pas un cours d'histoire, mais quand on regarde un peu comment s'est construit l'action sociale, le fait d'agir sur les questions sociales autrement que par les politiques de redistribution monétaire, qui sont aujourd'hui le versant par lequel on pense souvent l'action sociale, je l'entendais encore ce matin sur CNews, parce que CNews était allumé quand je suis arrivé, on se pose la question des prestations sociales, de la redistribution sociale, y a-t-il trop de prestations, qui a le droit, etc. Ça, c'est la redistribution monétaire. Or, l'action sociale, c'est construite en même temps sur la question le développement social, c'est construit sur la question de l'action sociale, d'agir avec des personnes là où elles vivent pour différentes questions. D'abord, souvent pour des questions hygiénistes ou des questions d'augmentation de la culture ou de la connaissance et d'accès à la citoyenneté. C'était souvent des raisons sur lesquelles les gens se retrouvaient assez facilement. Donc, je mets ces définitions pour dire on est tous copains et copines ici, que vous soyez du travail social ou de l'animation globalement. Il y a une troisième définition qui est un peu longue. Ah, bah, j'ai plus de micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc ça, c'était juste des définitions pour se dire qu'on est globalement, on partage a priori un socle théorique ou idéologique ou conceptuel qui semble plutôt similaire. Et malgré ça, on n'arrive pas à s'entendre tout le temps les uns les autres, voire même il y a des hiérarchies qui s'opèrent entre les métiers. Il y a déjà une hiérarchie très claire entre les métiers du travail social qui sont clairement identifiés comme la filière traditionnelle. Un TISF et un éducateur spécialisé dans la même salle n'auront pas le même temps de parole, ni la même possibilité d'être entendus par l'un ou par l'autre. Alors si vous rajoutez un animateur périscolaire qui voit pourtant les mêmes enfants, alors lui il a encore moins de temps de parole. Parce que, a priori, ce qu'il a à dire, c'est peu.
selon la conscience collective qu'on a. La question c'est pourquoi, mais ça peut-être que les ateliers permettront d'y réfléchir. Nous, en tant que CESE, un espace qui n'est pas issu du travail social, qui n'est pas de l'animation, ça a sauté aux yeux d'un certain nombre de collègues qui étaient issus du secteur de l'habillement, du secteur des industries, enfin je veux dire d'autres secteurs d'activité, et qui là vivaient la question de la hiérarchie entre des métiers de façon éclatante. Chacun voulant dire je fais autre chose que toi, etc. Je pense que vous connaissez ça, mais je pense que c'est mieux en se le disant en ouverture d'une journée qui veut traiter des liens entre les deux. Il existe des hiérarchies non dites qui peuvent être discutables. Donc moi ce que je vous propose, c'est plutôt de revenir sur un point commun qui dans la vie du CESE apparaissait très clairement, c'est la question des conditions de travail. Premier point, et le deuxième point sur la question du sens du travail. Et en fait je vais le faire plutôt à l'inverse. On va partir du sens du travail, puis on va s'interroger sur en quoi les conditions du travail permettent ou pas de maintenir des sens du travail, et est-ce que travail social ou animation, globalement, ils ne vivent pas des phénomènes qui les rassemblent de plus en plus sur ces sujets. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui rassemblent de plus en plus des personnes dans des conditions d'expérience de la pratique professionnelle qui sont plutôt proches, de plus en plus proches en tout cas, entre animateurs, travailleurs sociaux, alors qu'ils avaient une histoire commune et qui ne se pensent pas de la même façon. On va commencer par le sens du travail, puisque quand vous analysez un peu ce que disent les employeurs, employeuses ou les représentants de salariés quand ils disent que ça ne va pas, ils disent on a tous et toutes perdu le sens du travail. Ben, c'est bien, mais il faut encore s'arrêter pour dire c'est quoi ce sens du travail. Et il y a 3 critères qui sont définis par la DARES. La DARES, c'est un institut de production de données publiques et statistiques et scientifiques rattaché à l'État et qui traite des questions de travail. Pas que, mais notamment des questions de travail. Il y a 3 critères qui ont été définis par Coralie Pérez et son co-auteur, dont j'ai là tout de suite oublié le nom, et qui pourtant est important. C'est pas grave, ça reviendra. Le premier critère, c'est celui de la cohérence éthique. Cohérence éthique. La cohérence éthique, c'est tout simplement la possibilité pour la personne en situation de travail de s'assurer, de vivre une forme de cohérence éthique, ou à l'inverse, de ne pas vivre des moments où on lui a enseigné en formation qu'il fallait être à l'écoute de la personne, ou alors ses employeurs, ses représentants lui ont dit sois à l'écoute des personnes, et sa pratique de travail l'amène à ne pas écouter les personnes par les conditions de travail et pas par sa volonté propre. Et quand une personne ressent ça, a priori déjà il y a une perte de sens du travail. Un deuxième critère, c'est celui de la question du développement personnel. Et on ne parle pas de coaching en développement personnel, on parle de la possibilité pour une personne qui vient au travail de pouvoir continuer à progresser dans sa vie. Avoir le sentiment que je progresse dans mes connaissances, dans la maîtrise de mon métier, dans la connaissance du monde, dans ce que je sais faire, ce que sont les autres, etc. Or ça, c'est quelque chose qui est mis à mal, certes, par la modification des processus de formation. La loi de 2018, par exemple, a réduit la capacité à faire de la formation continue non certifiante. Elle a réduit, elle ne l'a pas interdit. Et globalement, les branches ont des moyens financiers supplémentaires pour le faire dans nos secteurs. Mais elle l'a réduit un petit peu. Par ailleurs, les conditions de travail permettaient le fait qu'on puisse ou pas réfléchir aux conditions de travail. Analyse de pratique, par exemple, les temps de supervision, les temps de réunion, tous ces temps dits improductifs, dans le vocable, je suis désolé, un peu méchant, mais régulier qu'on peut entendre, c'est les temps improductifs au sens où ce ne sont pas des temps de face-à-face pédagogique, et pourtant, c'est des temps qui permettent de produire du sens sur qu'est-ce que je suis en train de faire au travail. D'où la bataille autour de ça. C'est pas uniquement pour la question des publics concernés, c'est aussi du côté des intervenants, parce qu'ils ne sont pas toujours salariés, ils peuvent être bénévoles, de comment est-ce qu'ils peuvent penser ce qui est en train de se passer. À ce titre-là, par exemple, la dernière sortie de Nicolas Sarkozy qui dit que les enseignants travaillent 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année, elle nous fait du mal, nous aussi par ricochet. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas à ce moment-là qu'on a sorti un communiqué de presse, j'imagine que le Krajab Occitanie n'a pas sorti un communiqué de presse, mais pour autant on aurait presque pu le faire en disant attention, ce que vient de dire Nicolas Sarkozy, c'est la même chose pour tous les métiers relationnels et éducatifs, et c'est faux, c'est fondamentalement faux. Or ce propos, il se diffuse, et pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, mais en fait dans la vidéo, à ce moment-là, dans la salle, ils rigolent les personnes. Les personnes en rigolent, c'est-à-dire que c'est un facteur de culture commune, le fait de rigoler du fait que le travail productif ne se concerne de l'enseignant, ne soit qu'autour des 24 heures d'enseignement. Donc ça doit nous interpeller sur comment est-ce qu'on parle de notre travail, et souvent on est très associé pour vouloir travailler du métier, de la relation à l'autre. Par contre, on parle très peu de tout ce qu'on produit dans nos temps de réunion. Et pour ça, par exemple, il y a la question des rapports d'activité ou dans les relations très institutionnelles. Je prends juste mon cas, quand on arrive en tant que représentant d'une asso et qu'on dit on a pu voir que ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui, c'est la santé mentale, par exemple. Ça, c'est un vrai problème. On va sortir des chiffres, on va sortir des faits, des actes. Par contre, on ne va jamais évoquer toutes les réunions de professionnels ou de bénévoles qui ont permis de conscientiser le sujet et comment ce temps de travail-là,
qui a bien été payé à un moment donné, a permis de prendre conscience du problème, de le problématiser, de construire les modalités d'intervention, les besoins, etc. Donc en fait, on a un manque, mais nous, en tant que secteur, pour venir valoriser ce travail dit improductif. Et s'il est valorisé, il n'est plus improductif a priori. Donc ça, c'était le deuxième critère, développement personnel, cohérence éthique. Et le troisième, c'est la question de l'utilité sociale. Nos métiers sont utiles. Oui. Nos associations sont d'utilité générale. Oui. Mais est-ce que la personne qui travaille au quotidien se sent utile? C'est une question légèrement différente. Et c'est plutôt celle-ci qui est importante pour les individus. Et potentiellement, plus l'employeur va dire « nous sommes d'utilité sociale » et moins la personne a des retours au quotidien, pas forcément de son employeur, hein, mais elle a la capacité à se dire « là, j'ai été utile à quelque chose », moins c'est possible pour la personne, et plus il y a incohérence éthique, et plus il y a détachement vis-à-vis de ce que je vis, plus il y a volonté d'aller faire autre chose. Si je suis pas utile dans mon travail, j'ai envie de faire autre chose. Et ces trois critères-là, utilité sociale, cohérence éthique ou développement personnel, ils sont valables qu'on soit dans le travail social, qu'on soit menuisier, charpentier, qu'on soit informaticien. Hein, c'est pas des trois critères juste pour notre secteur. Mais appliqués à notre secteur, ils permettent peut-être une analyse un peu critique de comment nos organisations de travail ont évolué et est-ce qu'elles ont, dans leur évolution, su intégrer ces questions-là, ou en tout cas continuer à les faire vivre pour que chacun et chacune ne perde pas le sens du travail. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on a commencé le travail, au tout début, tout le monde nous a dit on a un problème d'attractivité, de perte d'attractivité de nos métiers. Et je suis à peu près certain que dans cette salle, c'est un vocable qui est employé par un certain nombre de personnes sur les temps de pause ou les temps officiels. Or, nous, du côté du CESE, ce qu'on a voulu dire, c'est d'abord ce qui est en jeu, c'est au cœur d'un travail empêché, et c'est plutôt la fuite des personnes qui est en jeu. Il y a certes l'attractivité, mais d'abord, le tout premier sujet, c'est faire en sorte que les personnes ne quittent pas leur poste. Ou si elles sont encore en poste, qu'elles ne démissionnent pas, au moins mentalement, de l'ambition qu'elles auraient pu se donner au travail. Parce que je peux toujours occuper mon poste, faire ce qu'il y a à faire, et pourtant avoir complètement démissionné de ce qui se passe, parce que les conditions de travail ne permettent pas, pour moi, de garantir le sens que je mets à ce que j'y vais. Donc, protection. Enfin, je me protège d'une situation qui peut faire violence. Alors, violence, ça peut toujours faire peur, ça peut paraître très négatif, mais en réalité, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir quand on regarde en psychologie du travail. Donc, nous, on a plutôt voulu problématiser la question de la perte d'attractivité comme un travail empêché, un travail qui ne permet pas le sens du travail, et ce qui est en jeu, c'est plutôt la question de l'organisation du travail. Et j'insiste sur l'organisation du travail parce qu'il n'est pas question de dire que c'est la faute des managers, c'est pas la faute des personnes de terrain si c'est pas les managers, c'est pas la faute de la direction générale, c'est pas la faute de machin et de bidule, etc. C'est plutôt une question organisationnelle qui est en jeu. Et donc là, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a certes les personnes, il y a la formation, il y a la relation avec les tutelles, il y a qu'est-ce qu'on met au travail comme indicateur d'évaluation du travail, qu'est-ce qu'on met au travail comme indicateur d'évaluation de l'activité menée. Et je vous donne mon exemple fétiche que j'adore, parce qu'il peut regrouper animation et travail social, un enfant de 3 ans. Donc comme ça, on a les EJE d'un côté, qui sont plutôt classés travailleurs sociaux, mais on peut aussi mettre les animes périsco, mais on peut aussi mettre les assistantes maternelles, on peut mettre plein de gens dedans. Un enfant de 3 ans, je suis professionnel, je le vois enfin sortir des toilettes avec le pantalon sur les fesses et a priori c'est essuyé, il appuie sur la chasse d'eau. Excusez-moi, mais c'est une réussite éducative. Et est-ce que dans vos rapports d'activité, si certains bossent avec ce public-là, vous avez un indicateur qui permet aux professionnels de dire « nous avons réussi à apprendre aux enfants la pudeur ». Si on ne l'a pas travaillé, cette question-là, si on ne le met pas au travail dans nos réunions d'équipe, c'est peut-être pas dans le document de communication, je ne sais pas, mais si c'est pas déjà intégré dans nos réunions d'équipe en disant quel sentiment vous avez vis-à-vis de l'appropriation de la pudeur, de l'apprentissage autour de la pudeur, de la vie en collectivité, etc. Si les professionnels n'ont pas l'occasion de penser cette question-là, alors que c'est par ailleurs ce qu'on leur demande de faire, il y a incohérence éthique, en tout cas on n'est pas sûr de savoir si on est cohérent, j'ai pas de retour sur est-ce que j'ai été utile ou pas utile, et vous voyez que c'est des fois sur des sujets aussi simples que ceux-là qu'on peut travailler toutes les dimensions du sens du travail. Et pas forcément via des plans de communication, via des valorisations plutôt de l'ordre du paiement par les mots. Or, c'est un secteur qui est souvent payé par les mots, il faut aussi le payer par des salaires, c'est l'occasion de le rappeler, mais c'est aussi un secteur qui a besoin que l'organisation du travail lui permette de se penser par lui-même. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur le sens du travail. En corollaire du sens du travail, il y a une deuxième dimension qui rapproche ces métiers-là, c'est la question de la santé au travail, qui est une dimension qui est elle aussi assez peu explorée dans nos métiers et dans nos secteurs. En fait, on est très focalisé sur nos publics. Donc, quand on est tellement focalisé sur nos publics, on ne prend pas le temps de savoir si nos professionnels ont encore du sens. Et deux, on a du mal à se poser la question de est-ce que nos professionnels sont en bonne santé face à ces publics-là. Or, c'est une question que, par exemple, les secteurs plus manuels, historiquement, mais aussi plus masculins, se sont largement posés. Parce que quand vous étiez à
je sais pas moi, à 20 mètres de hauteur et qu'il fallait refaire la charpente, on voyait bien le danger pour la santé de la personne, parce que de toute façon les couvreurs tombaient dans Paris. Ils tombaient et leur vie était foutue, et donc on a mis en place les systèmes d'assurance en santé en travail, etc. Et par contre, dans les secteurs de la relation, c'est beaucoup plus difficile. On a réussi à travailler le sujet pour tout ce qui est portage, notamment quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, perte d'autonomie. Mais on a peu réussi à travailler la question de la santé mentale, les contraintes psychiques des professionnels et les contraintes émotionnelles. Et c'est pas juste de notre facteur, hein, il n'existe pas dans le tableau des maladies professionnelles des maladies qui sont plutôt liées à ces dimensions-là. Et c'est aussi le fruit de débats entre patronat et syndicats, hein, c'est-à-dire on n'est pas seul responsable et on ne doit pas se fouetter en continu. C'est bien le fruit de l'état de la société aujourd'hui, elle n'arrive pas à penser la question de la santé mentale. Il y a 3 critères en santé au travail qu'on a l'habitude de regarder. C'est les contraintes en termes de temps, de gestion temporelle, les contraintes en termes de gestion de physique, de travail physique, et les contraintes psychiques. En termes de contraintes temporelles, tous les métiers du travail social et de l'animation, la normalité dans ces métiers, c'est les horaires atypiques, les horaires alternés et les horaires décalés. Ça, c'est la norme, quand on regarde statistiquement. Ce qui est anormal dans ces métiers-là, alors je dis anormal ou atypique plutôt, c'est les métiers de 9h-17h, point. Où on commence à 9h et on a fini à 17h. Ça, c'est plutôt une fraction, j'allais dire, relativement minoritaire. Et surtout des 9h-17h, où c'est certain que toute l'année, je ferai du 9h-17h, quoi qu'il arrive. On est toujours sur des métiers où la normalité, c'est la typicité des horaires. Or ça, c'est un facteur de contrainte en santé au travail qui est très fort. Certes, sur la situation vie pro, vie perso, d'accord, c'est des questions de comment j'organise ma vie en dehors, mais c'est aussi moi dans mon propre rythme de vie, mon rythme biologique, mon rythme affectif, etc. Donc ça, c'est une des contraintes qui regroupe tout le monde. Les contraintes physiques, c'est plus variable, ça dépend du public que vous avez face à vous. Est-ce que vous bossez avec des jeunes enfants ou avec des personnes qui ont peu d'autonomie, globalement corporelle? C'est surtout ça qui va jouer sur la contrainte physique. Mais il y a aussi des métiers où il y a quand même beaucoup de marches, il y a la station debout, il y a la station assise, enfin il y a des stations comme ça qui méritent quand même d'être regardées en tant que telles. Et ensuite, il y a toutes les contraintes psychiques. Alors je prends le syndrome vicariant par exemple, qui est un syndrome qui est plutôt pensé du côté des AS, les assistantes de services social, parce qu'elles reçoivent dans leur bureau la souffrance, la violence, etc. Donc elles posent la question de « et nous, comment on vit la souffrance et la violence et à quel endroit ça vient nous impacter dans notre façon d'être ?» Ça vient nous impacter émotionnellement, ça vient nous impacter dans notre santé mentale. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on travaille peu avec des équipes périsco, par exemple. On travaille peu avec des équipes d'animation plus éloignées du sujet du travail social. En habitat jeune, on peut se la poser la question. Parce que la tentative de suicide, on la voit vite arriver. Les coûts, comme il y a des espaces communs et qu'on vit là où les jeunes vivent, ce qui est un peu différent dans le métier, du coup, on voit à peu près tout ce qui peut se passer dans leur lieu de vie à eux et à elles. Mais quand on est loin ou quand on est dans l'animation, j'allais dire, pure, en tout cas canal historique, pour reprendre l'expression de je ne sais plus qui, avec qui j'ai discuté ce matin, dans l'animation canal historique, on ne pose pas la question du syndrome vicariant et on ne pose pas la question des contraintes psychiques de la même façon. Donc ça, c'est les 3 critères de santé au travail qui permettent de nous regrouper aussi. Donc on vit des conditions de travail similaires, on vit des questions de santé au travail qui sont relativement similaires, et on a des définitions ou un vocabulaire qui est relativement commun. Relativement. Toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre alors ? C'est ça la question. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi on ne fait pas bataille commune? Pourquoi on a une tête de réseau qui est le CNAGEP d'un côté, une tête de réseau qui est l'UNIOPS de l'autre? Là, d'ailleurs, dans l'UNIOPS, vous regardez, il y a des fédérations qui sont aussi membres du CNAGEP. Pourquoi? Enfin, c'est vraiment des questions. Pourquoi le comité de filière animation ne questionne que les métiers de l'animation liés aux accueils collectifs de mineurs et pas l'animation en général? Pourquoi il faut batailler quand on a un BPGEPS animation qui est en transformation et que la mention animation sociale disparaît a priori? Donc pourquoi il faut batailler pour rappeler que l'animation c'est aussi intervenir auprès des personnes âgées en EHPAD? Et pourtant pas que d'ailleurs, on peut intervenir ailleurs. Donc voilà, pourquoi il y a toutes ces petites batailles? J'ai pas envie de répondre de façon fermée, mais plutôt en posant, je voulais poser des points communs pour qu'ensuite on puisse explorer plus facilement la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se penser ensemble et avec du commun. Voilà, j'espère que je vous ai pas, je vais dire ennuyé, je sais pas, mais en tout cas je vous ai pas perdu. Je voulais vous proposer de finir ce temps-là, parce que normalement il doit me rester du temps, parce que le propos devait être assez court, pour échanger à nouveau avec vos voisins et voisines, pour que vous puissiez partager qu'est-ce que vous retenez, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, ce sur quoi vous êtes d'accord, enfin bref, voilà, que vous puissiez critiquer d'abord depuis votre siège tout ce que je viens de dire, c'est ok, et après qu'on puisse entamer soit un échange-réponse, soit qu'on passe sur la table ronde, je sais pas, je suis pas organisateur du temps. Voilà, donc je vous propose d'échanger entre vous pour vous faire un avis et être un peu moins passif par rapport à mon propos. Voilà.